Bonsoir à tous. Du coup, je me présente, Andine Moyatea, chargée de communication à la Direction du développement durable des territoires à la province Sud. Merci à tous d'être là ce soir pour cette super conférence sur les moustiques. En fait, des conférences et nature, ça existe depuis 2017 pour nous. Avant, c'était à l'IRD et au fur et à mesure, ça s'est déplacé ici, à l'auditorium de la province Sud. Maintenant, on est en partenariat avec le Cressica. Et voilà, vous avez des super intervenants ce soir qui viennent du Cressica, justement. Et en fait, ces conférences-là, elles servent surtout à vulgariser la science, à éduquer et surtout, voilà, à justement permettre aux scientifiques de restituer leurs travaux et tout qui ont été financés par la province. C'est donc une belle opportunité pour nous de vous présenter ça ce soir. Et voilà, je vais laisser la place à Claire, du coup, Tatin, du Cressica, pour vous présenter les intervenants ce soir. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je travaille pour le Cressica, donc le Consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation en Calédonie, donc qui regroupe l'ensemble des établissements de recherche sur le territoire. Donc c'est à ce titre que l'Institut Pasteur intervient ce soir avec ses partenaires qui sont donc la DAS, la Direction des Affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie, ainsi que le World Mosquito Programme. J'ai donc le plaisir et la lourde tâche d'introduire les conférenciers. Donc tout d'abord Nadège Rossi pour le World Mosquito Programme, qui est diplômé d'un doctorat en écologie et qui travaille depuis 2018 sur ce programme, qui l'intéresse tout particulièrement par l'aspect opérationnel de mise en place d'un programme de santé publique. Et donc c'est au travers de ce programme qu'elle a fait plus ample connaissance avec les moustiques et grâce à l'aide, entre autres, de Nicolas et Arnaud. Alors justement, Arnaud Canet, qui est quant à lui entomologiste médical. Il a intégré la DAS en 2018. Il est titulaire d'un doctorat en pathologie humaine, maladies transmissibles et pathologie tropicale. Il a par ailleurs travaillé en Guyane et en Guadeloupe sur le Zika. En Nouvelle-Calédonie, il s'intéresse à la mise en œuvre du règlement sanitaire international de l'OMS afin de prévenir toute introduction d'espèces exogènes de moustiques. Il s'intéresse également à la surveillance et à l'identification des moustiques du territoire et à leur bioécologie. Arnaud Canet travaille en équipe avec Médéric Maossem, qui est dans le public, qui répondra aux questions tout à l'heure, qui est technicien entomologiste, et c'est lui qui réalise l'essentiel des missions sur le territoire. Il est détenteur d'une licence en écotechnologie pour la dépollution et s'est formé à la DAS. C'est ainsi qu'il est devenu compétent en identification et participe à la détection potentielle d'introduction de nouvelles espèces. Et je vais terminer cette introduction par la présentation de Nicolas Poquet, au milieu, qui est responsable de l'unité d'entomologie médicale de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Après des études en entomologie, il a réalisé sa thèse au sein de l'IRD sur la résistance aux insecticides des moustiques de Mayotte. Il a par la suite travaillé pour le Centre national d'expertise sur les vecteurs, avant de rejoindre l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie en 2015. Ses principaux sujets d'études concernent l'identification des vecteurs, la résistance des moustiques aux insecticides et les nouvelles stratégies de lutte antivectorielle. Un dernier point beaucoup plus pratique. Avant de céder la parole, nous vous invitons à garder donc toutes vos questions pour la fin de la conférence. Nous ferons circuler des micros dans la salle pour les sessions questions-réponses. La conférence étant filmée, on vous remercie de bien garder le micro pour les questions. Merci, bonne soirée, bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette conférence. Merci au Cressica également de nous avoir invités et la province Sud de nous accueillir au sein de l'auditorium. Donc je vais commencer cette présentation qui concerne donc les moustiques. Pour les moustiques de Nouvelle-Calédonie, qu'en savez-vous? Qu'est-ce que vous connaissez sur les moustiques de Nouvelle-Calédonie? Donc on va faire une brève introduction sur les moustiques en général. Donc les moustiques, c'est des insectes, évidemment. Donc les insectes, ça a 6 pattes. Tout ce qui a 6 pattes, en général, c'est des moustiques. C'est des insectes. Les moustiques, font partie de l'ordre des diptères. Ils forment une famille, la famille des culicidés. Les culicidés, ça représente 111 genres en tout. Donc les plus connus, généralement, c'est l'Aedes. On connaît tous l'Aedes aegypti sur le territoire. Les culex, les anophèles.
Et c'est une famille qui compte en tout 3578 espèces décrites en 2020. Donc ce n'est pas une si grande famille que ça. Il faut savoir quand même que les insectes, en général, c'est à peu près 1 million d'espèces. Donc 3578 espèces sur 1 million, ce n'est pas si important que ça. Il y a une très grande diversité de moustiques au niveau mondial. Là, vous avez une photo d'un genre qui est magnifique sur cette diapositive-là. C'est le genre Sabetes qui vit uniquement en Amérique du Sud. C'est un moustique qui est métallique, bleu, avec des pattes magnifiques et des plumes. Enfin, c'est vraiment un très très beau moustique. C'est la famille des Culicidés. Elle est apparue il y a très très longtemps. C'est une famille qui a 265 millions d'années. Donc 265 millions d'années, les moustiques ont connu les dinosaures, entre autres. Et vous avez également une photo là d'un fossile. C'est le plus vieux fossile de moustique gorgé de sang retrouvé au niveau mondial. Il a 46 millions d'années. Donc les moustiques, bon, les deux sexes s'alimentent de sucre, ça leur sert de réserve d'énergie en fait. Et seules les femelles piquent, seules les femelles sont hématophages. Donc les femelles, elles prennent du sang, en fait c'est pour leur cycle gonotrophique. Le cycle gonotrophique, en gros, c'est que les femelles, elles prennent du sang. Le sang, ça va leur servir à faire les œufs. Donc en fait, elles prennent du sang, elles se reposent pour la maturation des œufs et ensuite elles pondent. Les moustiques évoluent dans deux types de milieux, aérien et aquatique. Aérien pour les adultes, aquatique pour les larves. Et en gros, pour qu'il y ait des moustiques, il faut trois choses. Il faut de l'eau douce, du sang et des conditions climatiques favorables. Donc généralement, au niveau mondial, tout est favorable, sauf au niveau du pôle Nord et des pôles Sud. Sinon, vous trouverez des espèces de moustiques partout sur Terre. Donc sur ces 3500 espèces à peu près de moustiques au niveau international, on n'en a qu'une centaine finalement qui posaient problème. Donc c'est ce qu'on appelle des vecteurs qui assurent une transmission vectorielle. Donc généralement, les moustiques, ils transmettent soit des virus, soit des parasites. Et pour qu'une transmission vectorielle soit assurée, il faut les trois éléments. Il faut le vecteur, donc les moustiques, des agents pathogènes, ça peut être des virus, des bactéries, des parasites. Là, vous avez le virus de la dengue. Ici, c'est un paludisme. Ici, c'est une filariose. Et évidemment, il faut un autre pour pouvoir permettre aux femelles de se gorger de sang et faire leurs œufs. Et du coup, ce cycle, il faut obligatoirement les trois éléments pour qu'il y ait une transmission vectorielle. Si vous éliminez un des trois, il ne se passe rien finalement. Vous pouvez très bien avoir des vecteurs et des hôtes dans un environnement. S'il n'y a pas les pathogènes associés, il n'y a pas de transmission vectorielle. C'est ce qui se passe en Calédonie, on va le voir. On a beaucoup d'espèces qui sont capables de transmettre des parasites ou des virus, mais on n'a pas forcément les virus et les parasites sur le territoire. Donc on n'a pas de transmission vectorielle pour certaines pathologies sur le territoire calédonien. Bon, on arrive à la Nouvelle-Calédonie en tant que telle, donc pays insulaire évidemment. L'arrivée des premiers hommes, l'arrivée des Austronésiens il y a 3200 à 3300 ans a changé la donne quand même en Calédonie. Parce qu'avant, il y avait uniquement des roussettes comme mammifères sur le territoire. Et sinon, il y avait des oiseaux et des reptiles. Donc il n'y avait pas énormément d'espèces de moustiques sur le territoire calédonien. Ensuite, avec l'arrivée des Européens, on a vu l'introduction de bétail, évidemment, mais également de gibier, les cerfs, les cochons sauvages, les chiens, les chats, donc les animaux de compagnie, et aussi beaucoup de rongeurs. Tout ça, ça participe à, étendre le spectre d'hôtes pour les moustiques. Un petit peu d'histoire aussi sur les travaux réalisés sur les moustiques en Calédonie. Le premier moustique identifié en Calédonie, c'est Alphonse Laveran de l'Institut Pasteur en 1901. Donc, vous voyez en haut à gauche, on dirait Louis Pasteur entre nous, hein. Un peu la même tête. Il faut attendre 1913 pour qu'il y ait une première étude systématique. Donc, en gros, quelle espèce était présente sur le territoire avec Théobald. Puis Edwards qui réalise la première liste d'espèces officielles pour le territoire calédonien. Le docteur Perry, il a réalisé la première étude sur l'historique des maladies transmises en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est la première fois qu'en fait on parle de maladies transmises par les moustiques en Nouvelle-Calédonie. Donc 1950, ça fait pas si longtemps que ça finalement. Yangar réalise une nouvelle liste des moustiques en 1954 et on se rend compte qu'il y a un nouveau genre de moustiques qui est apparu sur le territoire. On en parlera un petit peu après, Coquiletidia. Donc vraiment, le nombre d'espèces sur le territoire augmente en fait avec les années.
1956-57, ouverture commerciale avec le Vanuatu, Shanghai à l'époque, donc le Vietnam aujourd'hui, et l'Australie. Et il faut attendre 1958 pour qu'on ait la première clé d'identification des espèces de moustiques sur le territoire. Alors, les clés d'identification, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais en gros, on regarde les moustiques, on regarde certains critères, la couleur, etc. Et c'est un jeu de pistes, c'est un peu Sherlock Holmes. Et au bout d'un moment, on parvient à l'espèce qu'on a sous les yeux, en regardant les critères. C'est la première fois, 1958. Et surtout, c'est le premier à réaliser une cartographie des espèces sur le territoire calédonien. Et ensuite, pour la Calédonie à proprement parler, plus grand-chose. On attend 1962 avec Belkins, qui a réalisé une œuvre magistrale quand même. Il a réalisé la systématique de tous les moustiques à l'échelle du Pacifique. C'est une œuvre de 1000 pages, incroyable. Et vraiment, après ça, pas beaucoup de travaux finalement sur la région Pacifique. 1979-1980, c'est l'ouverture avec le Vanuatu, Fidji, Wallis et Tahiti. 2000 avec le Japon, 2008 avec la Corée du Sud. Et finalement, en 2016, 2017, 2018, avec la surveillance qu'on réalise, que l'IPNC et la DAS réalisent sur le territoire, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 nouvelles espèces qui étaient présentes sur le territoire. Donc, Aedes scutellaris, Anopheles bancrofti et Culex gelidus. 3 espèces vecteurs, 3 nouvelles espèces, ça fait beaucoup d'un coup en fait, pour un si petit territoire. On va en parler un petit peu après. Et 2022, nouvelle ligne aérienne avec Singapour, qui comporte également beaucoup de moustiques là-bas. Donc, en Calédonie, on a 21 espèces qui sont actuellement référencées, dont 6 endémiques, on va en parler également, parce qu'elles sont hyper intéressantes. Elles sont réparties en 5 genres différents. Aedes, Culex, qui représente la majorité des espèces sur le territoire, Coquiletidia, Triptorides et Anopheles. On a fait un énorme effort de capture sur le territoire depuis 2018 pour vraiment savoir ce qu'il y avait sur le territoire. On a réalisé à peu près 300 000 captures de moustiques sur le territoire, 300 000 moustiques. Là, vous avez une carte en fait, des adultes qu'on a capturés. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de quel moustique à quel endroit, mais c'est vraiment pour montrer la répartition de toutes les captures qu'on a réalisées. On n'a pas mis les larves là. Les larves, on a énormément capturé de larves également. On va rentrer dans le vif du sujet des espèces sur le territoire. Donc, comme je vous le disais, on a 6 espèces qui sont endémiques et qui sont donc uniques au monde. On les retrouve uniquement en Calédonie et qui sont dans 2 genres, Tripterides et Culex. Le premier gîte, on va discuter en fonction des gîtes en fait. Ce que je vais vous présenter là, ça va être en fonction de ce qui vous entoure. Quel gîte larvaire vous avez autour de chez vous, de vous, et quelle espèce de moustique on retrouve dans chacun des gîtes. Le plus atypique des gîtes concernant les moustiques en Calédonie, c'est l'espèce Tripterides caledonicus, qui est une espèce endémique. De par son nom, on s'en rend bien compte. Et elle a cette particularité complètement incroyable d'avoir ces larves qui se développent dans les gourdes des plantes carnivores de l'espèce endémique Nepenthes villardi. Donc c'est des plantes carnivores. Il faut bien comprendre que dans les gourdes, il y a un liquide, c'est un liquide qui digère normalement les insectes piégés. Et cette larve, donc là vous avez une photo je pense que cette photo elle est unique. Cette larve de Tripterides, elle évolue dans ce liquide sans aucun problème et elle finit par émerger. Et là vous avez un petit mâle qu'on voit émerger de la plante. Et en fait là, c'est le stade imago hein, évidemment, qui se caractérise par une trompe extrêmement longue. On appelle ça le proboscis, la trompe. C'est vraiment la particularité de ce genre, c'est que le proboscis est extrêmement long. Ça ne pique pas l'homme, donc ce n'est pas un vecteur. Donc on va passer aux cours d'eau, les cours d'eau douce. On a à peu près 3 types d'environnements pour des eaux qui courent. On a les criques, qui sont des gîtes temporaires. C'est généralement quand il y a des pluies intenses, comme on peut en avoir actuellement. Et en fait, ces cours d'eau-là génèrent des petits gîtes larvaires dans les pierres. C'est des creux en fait, dans les pierres. Donc ça, c'est de l'eau qui stagne un petit peu. Et dans ces petites flaques d'eau, on va retrouver 3 espèces endémiques, pareil, uniques au monde. Donc, Neoculex dumbletoni, Milleroni et Schismanae, qui sont vraiment des espèces très intéressantes parce qu'on connaît vraiment très très peu de choses sur leur écologie. Je pense que c'est les seules photos qui existent de ces moustiques-là. La dernière fois que ça avait été décrit, c'était en 62 avec Belkins. Depuis, on n'en retrouvait pas.
Et on a l'espèce Aedes notoscriptus, qui lui est un vecteur du virus Ross River. Donc ce n'est pas un virus qu'on retrouve sur le territoire calédonien, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est un vecteur, mais on n'a pas le virus. Et dans ce type de cours d'eau, on a souvent des algues filamenteuses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans ces algues filamenteuses, on retrouve une espèce qui évolue uniquement dans ce type d'environnement. Et les larves sont d'ailleurs vertes, de la même couleur que les algues. C'est Culex starkai. C'est une espèce qui est présente en Calédonie, en Australie et au Vanuatu, qui n'est pas un vecteur également. Oui, pardon. Donc là, je vais faire un petit point quand même sur ces espèces endémiques, parce qu'elles sont quand même... Enfin, moi, je les aime beaucoup, ces espèces-là. Donc on a 4 espèces sur le territoire qui font partie du sous-genre Neoculex. Donc elles sont vraiment très rares sur le territoire. C'est vraiment difficile de les retrouver. On a Culex goffini qui vivent dans les marais et dans les rétentions d'eau. On la verra un petit peu plus tard. Mais sinon, on a ces 3 espèces, Dumbletoni, Schismanae et Milleroni. Là, on a une larve de Schismanae et de Dumbletoni. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous voyez là, c'est le siphon respiratoire des larves de moustiques, en fait. Elles vont à la surface, c'est avec cet organe qu'elles respirent. Et chez ce sous-genre, sur le territoire, il est extrêmement long, beaucoup plus long que sur les autres espèces. Et là-bas, vous avez un imago. Toutes les espèces de Neoculex se ressemblent. C'est quasiment impossible de distinguer les espèces au stade adulte. Donc, généralement, on les retrouve, on les cherche au stade larvaire pour pouvoir les identifier. Pardon. Dans les cours d'eau vives, on ne trouve jamais de larves au milieu des cours d'eau. Il n'y en a pas. Ça arrive quand il y a beaucoup de lessivage, mais généralement, ça finit dans le lagon. Ça n'évolue jamais au milieu comme ça. On en retrouve sur les berges. Et on retrouve uniquement 2 espèces finalement. On retrouve l'espèce introduite dont on parlait tout à l'heure, Anopheles bancrofti, qui a la particularité d'avoir des larves qui évoluent uniquement à la surface, à l'horizontale. On les confond finalement avec des petites brindilles. Donc c'est très compliqué de les repérer. On en voit une ici. Bon, je suis désolé, c'est pas très flagrant, hein, mais et elle a cette particularité d'adorer les fougères d'eau, qui sont une plante invasive également sur le territoire, qui recouvre l'ensemble des rivières parfois. Et ça génère une protection pour les larves de ce moustique qui est vraiment problématique. Du coup, généralement, quand on trouve ces plantes aquatiques-là, on retrouve ces larves de ce moustique-là. Et l'autre espèce, c'est Coquiletidia xanthogaster, qui est très particulière, les Coquiletidia. Les larves n'évoluent pas en eau vive. Enfin, elles se fixent en fait à la base des plantes. Elles se fixent aux plantes et elles respirent à travers. Elles récupèrent l'oxygène des plantes en fait. On ne les voit jamais évoluer dans l'eau. On ne peut pas les récupérer facilement avec une louche ou autre. Très compliqué à trouver. Donc, j'ai passé aux eaux stagnantes naturelles. Nous, on distingue 3 types d'environnements. Plutôt les forêts noyées, donc forcément ombragées, les marécages et les prairies inondées. Donc les prairies inondées, cette année, on en a eu pas mal. Hein. C'est les prairies qui sont normalement sèches, avec les pluies intenses. On a d'énormes nappes d'eau qui apparaissent, pas très profondes, mais suffisantes pour générer parfois beaucoup d'espèces de moustiques. Dans les forêts noyées, on retrouve l'espèce Anopheles bancrofti. Donc oui, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un potentiel vecteur de paludisme, comme tous les anophèles en fait, de filariose lymphatique et du virus Ross River également. On retrouve évidemment, vu qu'on a des plantes aquatiques, on retrouve Coquiletidia xanthogaster. On retrouve l'espèce endémique Culex goffini, mais on trouve également une autre espèce, Culex annulirostris. Alors lui, il porte bien son nom. Hein. Sur son rostre, on voit qu'il y a un anneau, donc c'est annulirostris. Lui, c'est un vecteur de Ross River filariose lymphatique, d'encéphalite japonaise, de virus West Nile et autres virus. Mais pareil, on n'a pas ces virus. La filariose, c'est un parasite. On sait qu'il y en a sur UVA. D'ailleurs, on est en train de faire une campagne pour éradiquer cette maladie sur place. Mais voilà, il n'y en a pas sur la Grande Terre, a priori. Dans les marécages, donc là, il n'y a pas d'ombre. On retrouve du coup pas les mêmes espèces, sauf celle-là, qu'on retrouve systématiquement dès qu'il y a des plantes aquatiques. Annulirostris, on la retrouve également. Et là, on a une autre espèce qui est apparue en 1953 sur le territoire, Culex bitanorhynchus.
qui est un vecteur suspecté d'encéphalite japonaise également. C'est un moustique assez gros, lui. D'ailleurs, on a quelques échantillons qu'on pourra vous montrer après la conférence, si ça vous intéresse. Et dans les prairies inondées, ça, c'est vraiment incroyable à voir. On a une espèce, donc Aedes vexans, qui est un vecteur d'encéphalite japonaise, mais qui ne pique pas beaucoup l'homme. C'est plutôt un moustique qui va piquer le bétail. On peut retrouver, sincèrement, c'est des millions et des millions de larves qu'on peut voir évoluer dans les flaques d'eau, dans les prairies inondées. C'est très, très impressionnant. Et cette espèce, ces larves, elles ont un prédateur, Aedes alternans, qui est un énorme moustique. Pareil, il fait un bon centimètre. Quand on le voit évoluer autour de nous, c'est un peu perturbant. Ce n'est pas un moustique vecteur. Il pique très rarement l'homme. Par contre, les larves, elles sont carnivores. En fait, ils profitent de la quantité de larves de cette espèce pour pouvoir se reproduire et du coup évoluer. On trouve une troisième espèce, donc Culax gelidus. Ça, c'est une espèce introduite qu'on a détectée en 2018, identifiée de façon en biologie moléculaire en 2019 avec Nicolas. C'était en 2019, ouais. Qui a la particularité d'avoir le thorax. Donc le thorax, c'est la partie qui est juste derrière la tête, d'un blanc-neige incroyable. C'est un très beau moustique, tout petit mais très beau. Lui, c'est un vecteur majeur d'encéphalite japonaise. Donc ce virus, on ne l'a pas sur le territoire. Donc on est attentif également à ça. Enfin, les osomâtres. Donc je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'est une osomâtre, mais là, je vous montre un gîte vraiment caractéristique à Kumak. On a une étendue d'osomâtres à proximité de la mer. Donc c'est de l'eau légèrement salée finalement. C'est pas de l'eau douce. Et dans cette osomâtre, on a deux espèces qui évoluent, qui ne peuvent pas se reproduire dans de l'eau douce, ni dans de l'eau salée à 100%. On a ce fameux moustique, l'Aedes vigilax, qui peut parfois mais littéralement pulluler. C'est ce qu'on appelle le moustique des mangroves en fait. Il est très agressif, il pique la jour, la nuit, il peut pulluler, et généralement on confond avec le... D'ailleurs on a vu des remarques par rapport à ça. Suite au lâcher de Wolbachia, dont Nadège parlera plus tard, on avait des communes qui pensaient qu'on avait relâché trop de moustiques, alors que ce n'est pas des communes qui étaient dans le programme, parce qu'il y avait des milliers de moustiques de l'espèce Aedes vigilax qui venaient piquer les gens. Et vu qu'il est un peu rayé, les gens le confondaient avec l'Aedes aegypti qui transmet la dengue, donc ça les inquiétait. En fait, c'est un moustique qui vit à proximité, dont les larves sont à proximité de la côte, mais qui peut voler jusqu'à 4-5 km dans les terres. Donc lui, c'est un vecteur aussi du virus Ross River, dont on parle. On a beaucoup de vecteurs de Ross River. De filariose lymphatique, lui, c'est vraiment un excellent vecteur de la filariose lymphatique, notamment justement sur OVA et d'encéphalite japonaise. Et la deuxième espèce, c'est Culex sitiens, qui a des pics de population en saison chaude qui sont vraiment impressionnants. On a d'un coup des milliers et des milliers de spécimens de cette espèce, et après, on ne les voit pas beaucoup pendant plusieurs mois, et ça revient. Vecteur de Ross River et d'encéphalite japonaise également. Enfin, on va parler du milieu urbain et périurbain. Donc périurbain, c'est des zones où on a une proximité avec la nature, donc avec les animaux sauvages également, plus de verdure, etc. On retrouve finalement comme type de gîte larvaire pour les moustiques les fossés, les caniveaux, des parcs inondés avec des flaques d'eau, des broméliacées, on n'y pense pas souvent, mais ces plantes retiennent... Il y a des rétentions d'eau qui sont parfois importantes dans ces plantes, et ça génère des gîtes larvaires pour les moustiques qui sont parfois impressionnants. Les trous d'arbres également, qui peuvent se remplir d'eau, et du coup générer des gîtes larvaires. Et surtout, les gîtes artificiels. Donc, tout ce qui est pneus, c'est une catastrophe pour certaines espèces. Tout ce qui est récipient artificiel, et tout ce qui est bâche, etc., les gouttières, tout ce qui peut retenir de l'eau, avec des contenants fabriqués par l'homme finalement. Dans les fossés des caniveaux, on retrouve Culex quinquefasciatus, qui est une espèce qu'on retrouve dans le monde entier. On l'appelle le moustique des caniveaux d'ailleurs. Et lui, c'est un vecteur de virus West Nile et de filariose également. C'est le moustique qui vous embête la nuit, celui-là. Quand vous dormez, que vous entendez un moustique bourdonner un petit peu autour de votre oreille, c'est cette espèce-là. On retrouve le Culex annulaire ostris, dont on a parlé tout à l'heure, Gelidus également, dont on a parlé. Et une dernière espèce, Culex australicus, qui porte bien son nom. C'est un moustique qu'on retrouve majoritairement en Australie, mais également au Vanuatu.
C'est quasiment le même que celui-là. La seule particularité, c'est qu'on voit qu'il a des points noirs sous son abdomen. Dans les parcs inondés, on retrouve cette espèce de Culex quinquefasciatus. Le moustique, dont on trouve des millions et des millions de larves, Gelidus et Australicus également. Dans les bromélias, donc dans les petites réserves d'eau naturelles, donc les broméliacées, les trous d'arbres, on retrouve cette espèce qui, lui, en fait, Culex quinquefasciatus, c'est un peu une machine de guerre. Il arrive à se développer dans beaucoup de gîtes artificiels et naturels, eau polluée, eau douce. Ça ne le dérange pas. On retrouve une autre espèce qu'on présente uniquement au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie, Tripteroides melanesiensis. Les larves sont hyper velues, c'est incroyable, c'est impossible de se tromper au niveau de l'identification, pardon. Mais c'est pas un vecteur non plus, ça pique les oiseaux et les reptiles. Aedes notostrictus, dont on avait parlé tout à l'heure au niveau des criques. Et surtout, Aedes aegypti, que vous connaissez certainement bien, qui est vecteur du virus Zika, chikungunya, dengue, fièvre jaune, Ross River, qui également, généralement, on fait beaucoup de prévention au niveau des pneus, etc. pour cette espèce-là, mais on peut la retrouver également dans des petits gîtes naturels. On retrouve les mêmes espèces, finalement, dans les gîtes artificiels, mais vraiment, l'Aedes aegypti, c'est vraiment l'espèce prédominante dans ce type de gîte-là. En gros, si on éliminait tous les gîtes artificiels, on aurait beaucoup moins d'Aedes aegypti. Et c'est la seule espèce qui est responsable de maladies vectorielles sur le territoire d'arbovirus. C'est la seule espèce qui est responsable des épidémies de dengue, qui a été responsable d'une épidémie de Zika, et contre lequel on cherche à lutter, évidemment, pour éviter que les gens soient malades. Et du coup, cette lutte, jusqu'à présent, elle a été majoritairement chimique. Et du coup, je vais passer la parole à mon collègue Nicolas Poquet, qui va vous présenter la résistance. Ah non, pardon, il restait juste une diapo. Excusez-moi. Oui, je termine là-dessus. En fait, cette espèce-là, on la retrouve dans ces gîtes-là. Vous la retrouverez jamais dans les autres gîtes dont on a parlé. Jamais. Si vous avez des fossés remplis d'eau à côté de chez vous, il n'y a pas de risque d'avoir la dengue à cause des fossés qui sont inondés. C'est impossible. On la retrouve uniquement dans ce type de gîte-là. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a de l'eau autour de vous et qu'il y a une épidémie de dengue, par exemple, ou autre, et que vous voyez des fossés inondés, ça ne sert à rien d'appeler la mairie pour leur demander de traiter le fossé. Ce n'est pas ça qui va générer des moustiques vecteurs de dengue. Voilà, et là, je passe du coup la parole à Nicolas Poquet. Merci. Bonsoir à tous. Donc, comme Arnaud vous l'a expliqué, pour qu'il y ait transmission, il faut effectivement qu'il y ait un pathogène, un vecteur et un hôte. Dans le cas du virus de la dengue, c'est la même chose pour le chikungunya et le Zika ici en Calédonie. Le vecteur, ça va être Aedes aegypti. Et le pathogène est un virus. Donc on parle d'arbovirus. Arbovirus, ça vient de arthropod borne viruses. Et en fait, c'est juste des virus qui sont transmis par des arthropodes. Ça peut être des insectes, ça peut être aussi des tiques, par exemple. Mais dans ce cas-là, la dengue, elle est transmise uniquement par des moustiques. Donc, quand on cherche à lutter contre une arbovirose, on a plusieurs solutions. Le premier axe sur lequel on va essayer de travailler, ça va être l'interaction entre l'hôte et le pathogène, le virus. Donc, si on peut développer un vaccin, c'est ce qu'il y a de mieux. On peut protéger les gens assez facilement. Il y a des vaccins qui existent contre certains arbovirus. On a le vaccin contre la fièvre jaune. Malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas de vaccin contre les autres arbos, du moins pas de vaccin utilisable immédiatement. Sur la dengue, il y a des essais qui sont faits, mais ils ne sont pas forcément toujours concluants. Ils ne sont pas utilisables en Nouvelle-Calédonie. Et sur chikungunya et Zika, à ma connaissance, il n'y en a pas encore en commercial. On peut essayer d'utiliser un traitement spécifique. On peut essayer de traiter le pathogène chez l'homme. Là aussi, des traitements contre les virus, on n'en a pas. Donc, quand vous prenez du Doliprane pour vous traiter de la dengue, en fait, vous traitez les symptômes, vous traitez la fièvre, mais pas le virus. Et c'est votre corps qui finira par se défendre contre le virus. Donc, quand on ne peut pas jouer directement sur l'interaction entre le pathogène et l'homme, on peut essayer de lutter contre le vecteur, contre l'interaction entre le vecteur et l'hôte. Donc ça peut passer par différents outils que je vais essayer de vous expliquer un petit peu sur les slides suivantes.
Alors pour lutter contre le vecteur, il faut connaître son cycle. Arnaud vous parlait du cycle global. Donc on a une première partie du cycle qui se fait en phase aquatique. Donc on a des œufs, des larves et un stade intermédiaire de nymphes. Ensuite les adultes vont émerger. On aura un seul accouplement par femelle. Puis ensuite les deux sexes vont s'alimenter de sucre. Et seule la femelle va faire un repas de sang. Après le repas de sang, elle va se reposer, elle va maturer ses œufs et ensuite elle va pondre. Et la partie rouge que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le cycle gonotrophique et c'est cette répétition en fait qui sépare deux repas de sang. Et c'est ce cycle gonotrophique qui fait que certaines espèces de moustiques sont des vecteurs et notamment égyptien vecteur de dengue. Ici, donc, je vous ai fait 3 cycles de répétition et donc vous pouvez avoir au premier repas de sang une femelle qui va piquer un humain qui est porteur du virus, qui est malade. La femelle va ingérer le virus. Le virus va se multiplier dans le corps de l'insecte, il va diffuser dans celui-ci, il va atteindre les glandes salivaires. Et au repas suivant, ce qui peut se passer, c'est que la femelle, quand elle va vous piquer, elle vous injecte de la salive. Elle vous injecte de la salive. Dans la salive, il y a des anticoagulants, il y a des antidouleurs, ça facilite le repas de sang. Et donc, en injectant cette salive, elle peut injecter du virus. Et comme chez Aedes aegypti, le repas ne se fait pas forcément sur une seule personne, mais la femelle peut piquer plusieurs personnes pour compléter son repas de sang, et ben on peut imaginer une contamination de plusieurs personnes sur ce qu'on appelle un repas de sang. Et la femelle va rester infectée, ce qui fait qu'au cycle suivant, elle peut retransmettre et ainsi de suite. Donc pour lutter contre les moustiques et éviter cette transmission, on a d'un point de vue conventionnel, d'un point de vue lutte conventionnelle, on a 2 axes principaux. Soit on va lutter contre les larves, en général c'est en amont des épidémies, ce qu'on cherche c'est à diminuer le nombre de vecteurs dans l'environnement. Soit on va lutter contre les adultes, et sur Aedes aegypti, ça va plutôt être des outils qui seront utilisés en cas d'épidémie. On cherchera à lutter contre les femelles qui portent le virus, qui sont infectées. Donc on peut utiliser des insecticides pour les adultes, donc ça va être soit des pulvérisations spatiales, ça peut être des pulvérisations intradomiciliaires, il n'y en a pas en Nouvelle-Calédonie, c'était uniquement du spatial. Et puis on peut aussi avoir des outils de protection individuelle, donc ça va être par exemple les répulsifs. Alors les répulsifs, ça sert d'abord à se protéger des piqûres, mais quand une personne est atteinte du virus, est malade, potentiellement ça peut éviter que de nouveaux vecteurs viennent s'infecter sur cette personne. Et puis sinon, on peut essayer de lutter contre les larves. Donc là, pareil, il peut y avoir des outils chimiques, mais ce qui était surtout préconisé en Nouvelle-Calédonie avant, c'était, toujours maintenant d'ailleurs, c'était de la destruction des gîtes larvaires, donc essayer de réduire le nombre de gîtes dans son environnement proche. Alors ça a marché. Donc là, je vous parle de la lutte larvaire. Effectivement, ça a marché. Ici, la courbe noire, ça représente le nombre de gîtes larvaires qu'on retrouvait pour 100 maisons visitées. Donc on visitait entre 100 et 300 maisons chaque mois, et puis on comptait le nombre de gîtes larvaires positifs qu'on retrouvait dans l'environnement. Entre 2000 et 2002, on était entre 20 et 100 gîtes retrouvés pour 100 maisons, donc c'était assez important. Il y a eu pas mal de campagnes de sensibilisation, de destruction de gîtes larvaires, et au final, ici, donc on va dire en 2009-2010, on était tombé à entre 10 et 20 gîtes larvaires pour 100 maisons, donc c'était vraiment pas grand-chose. Et pourtant, vous pouvez voir en rose, c'est le taux d'incidence de la dengue sur Nouméa. Et en fait, cette diminution drastique du nombre de gîtes dans l'environnement n'a pas permis d'empêcher la survenue d'épidémies. Peut-être que ça les a réduits, ça on n'en sait rien, mais en tout cas, ça n'a pas empêché la survenue d'épidémies. Donc ça, c'est une des limites de ce type de lutte contre les larves, c'est qu'on ne sait pas vraiment à combien d'individus, à combien de moustiques on doit descendre pour ne plus avoir de transmission. Et puis un autre problème des systèmes de lutte conventionnels, ça va être les résistances aux insecticides. Donc là, je vais essayer d'expliquer un peu ce qui peut se passer sur le terrain d'un point de vue sélection de la résistance. Donc l'insecticide ne crée pas de résistance. Les insecticides ne sont pas, en tout cas pour ceux qui sont utilisés en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas des agents mutagènes. Donc la résistance, elle va être présente, soit la mutation, le gène de résistance, il apparaît ponctuellement par le fait du hasard, soit il est importé. On peut avoir des moustiques qui sont résistants, qui sont importés. Mais au départ, la quantité de moustiques résistants dans l'environnement, elle est faible. Et donc là, c'est représenté par le moustique orange dans une population de moustiques générale sur le terrain qui sont sensibles. Nous, ce qu'on va faire pour essayer de voir le niveau de résistance des populations, c'est qu'on va
exposer des moustiques à une dose qu'on appelle diagnostique. Et cette dose, elle tue 100% des moustiques sensibles. Donc là, dans le cas d'une population sensible comme ça, avec juste un individu résistant, on va avoir 100% de mortalité au test. Maintenant, si sur le terrain, vous avez des traitements insecticides, vous allez tuer une grande partie des moustiques sensibles, mais pas tous. Les traitements ne sont absolument pas efficaces à 100%. Et puis, vous ne tuerez pas le moustique résistant. Donc, au fur et à mesure des générations, vous allez revenir à une population de moustiques de la même taille. Mais par contre, la proportion de moustiques résistants, elle va augmenter. Parce que le moustique résistant va se reproduire, enfin les moustiques résistants vont se reproduire, vont transmettre leurs gènes par rapport à ceux sensibles qui vont eux aussi se reproduire, mais en proportion, on va augmenter le nombre de résistants. Et ça, nous, quand on les teste en laboratoire, on l'observe. C'est-à-dire qu'on va avoir une baisse de mortalité à ces tests, puisque les moustiques résistants ne vont pas mourir aux tests en labo. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir des populations où la majorité des moustiques sont résistants. Et en test, on va obtenir des résultats du type 50% de mortalité. Donc ça se traduit sur le terrain par une perte d'efficacité des traitements insecticides. Et malheureusement, c'est ce qu'on a observé sur Nouméa. Donc je vous parlais des tests. En fait, on les réalise dans un dispositif qu'on voit là-haut qui est un tube OMS, c'est un test standard de l'OMS. On expose une centaine de moustiques à des papiers imprégnés d'insecticides et on compte le nombre de morts à 24 heures. Et donc là, sur ce graphique, chaque point représente une population de moustiques échantillonnée sur un quartier. Donc c'est un quartier de Nouméa, c'est 100 moustiques qui sont testés. Et donc on a eu, à partir de 2015 et l'arrêt de l'utilisation d'un insecticide qu'on appelle le malathion, et donc l'utilisation unique de la deltamétrine, on a vu une augmentation assez drastique du niveau de résistance sur Nouméa. Donc on s'est posé la question de connaître ce niveau de résistance à l'échelle du territoire. Donc on a travaillé avec la DASNC en 2020-2021 pour échantillonner des populations de moustiques un peu partout sur le territoire. Et à l'exception de l'île d'Ouvéa, où on n'a pas trouvé de résistance, sur l'ensemble des autres communes du territoire, on a retrouvé de la résistance. Les populations les plus résistantes, on les retrouvait sur Nouméa, Grand Nouméa, ça on s'y attendait. Par contre, on a retrouvé aussi de forts niveaux de résistance dans le nord de l'île, à Koné et à Koumak. Alors, on s'est intéressé aussi aux mécanismes qui étaient responsables de cette résistance. Donc, pour ça, il faut connaître le mode d'action de la deltamétrine. La deltamétrine, c'est un neurotoxique qui va avoir une action sur le canal sodium. Donc, en temps normal, vous avez donc ici la représentation d'un neurone avec son axone. Le canal sodium, il est essentiel pour permettre la transmission de l'information au niveau de l'axone. Il permet en fait la conduction de ce qu'on appelle le potentiel d'action, c'est-à-dire une information électrique qui permet de transférer l'information d'un neurone à l'autre. La deltamétrine, elle va s'attaquer à ce canal sodium, en fait elle va s'y fixer et elle va changer le mode de fonctionnement du canal sodium. En changeant ce mode de fonctionnement, elle coupe complètement la capacité de transfert de l'information et ça va entraîner ce qu'on appelle un effet choc et au final la mort assez rapide de l'insecte, mais d'abord un chaos, on va dire. En modifiant le site de fixation de l'insecticide, donc si le canal sodium est un tout petit peu modifié et que la deltamétrine n'arrive plus à se fixer sur sa cible, on annule complètement cette action et on se retrouve finalement à restaurer la transmission d'informations au niveau du système nerveux. C'est des mutations qu'on appelle KDR, donc c'est pour Knockdown Resistance, c'est une résistance à l'effet choc de ces insecticides. Et c'est des mutations qu'on retrouve, il y en a plusieurs et on en retrouve un peu partout dans le monde et de façon de plus en plus importante dans tous les endroits où il y a des traitements. Donc en Nouvelle-Calédonie, on en a retrouvé deux. On a retrouvé deux mutations, donc on les avait déjà observées en 2015, mais pas forcément aux mêmes fréquences. Donc sur les populations de moustiques, donc ici sur ce graphique, chaque barre correspond à une population de moustiques, c'est-à-dire des moustiques échantillonnés dans un village. Le vert correspond aux moustiques pour lesquels on n'a pas retrouvé ces mutations, et le rouge correspond à la proportion de moustiques pour lesquels on a au moins une mutation détectée. Et on s'aperçoit que sur les populations les plus résistantes, et finalement à l'exception de Thio, sur l'ensemble des populations de la Grande Terre, on retrouve entre 60 et 97% des moustiques qui possèdent au moins une de ces mutations. Donc ça veut dire que sur le terrain, quand on va essayer d'appliquer des insecticides pour éviter une transmission, finalement on va avoir un effet qui sera limité, qui sera très limité en fait, en fonction de la stratégie d'application utilisée.
Donc quand on est face à ces situations qui ne sont pas des situations uniques à la Nouvelle-Calédonie, on se retrouve de plus en plus face à ce type de situation un peu partout dans le monde, il faut essayer de trouver des solutions alternatives. Et une des voies de recherche qui est pas mal explorée, alors c'est pas la seule, mais c'est l'une de celles qui a été explorée, c'est d'essayer de jouer sur une autre interaction qui est celle qu'on a entre le vecteur et le virus. Et donc ça, c'est notamment une des choses qui est faite dans le cadre du WMP, donc avec l'utilisation de Wolbachia, qui va vous être présentée par Nadège. Bonsoir à tous. Bon, j'ai la lourde tâche de vous tenir encore un petit peu concentrés pendant un petit quart d'heure. Le World Mosquito Programme, donc la stratégie, elle repose sur une bactérie effectivement qui s'appelle Wolbachia. Cette bactérie, en fait, on s'est rendu compte, les équipes de Scott O'Neill à l'université de Monash en Australie se sont rendu compte que quand cette bactérie était associée à Aedes aegypti, elle avait la capacité de restreindre la transmission en fait, de la dengue, du Zika, du chikungunya, et récemment, ça a été montré aussi sur la fièvre jaune. Cette capacité-là, c'est quand même une découverte assez incroyable. Et donc l'idée, c'était de remplacer finalement les moustiques qui étaient vecteurs de la dengue par les moustiques non vecteurs, mais tout en les gardant en fait dans l'environnement. Alors, comment ça se passe concrètement ? On relâche les moustiques. Les moustiques, en se reproduisant, vont transmettre la bactérie aux générations suivantes. Et donc, petit à petit, les moustiques qui ne portent pas la bactérie disparaissent au détriment en faveur des moustiques qui portent la bactérie Wolbachia. Alors, c'est très bien, mais concrètement, comment on peut avoir cette bascule entre moustiques non porteurs et moustiques porteurs de la bactérie, simplement en relâchant des moustiques ? Alors là, il faut s'intéresser un petit peu aux différents croisements qui vont être possibles dans l'environnement quand on va relâcher ces moustiques. Et en fait, il y a un croisement qui va particulièrement nous intéresser, c'est celui-ci. Alors, pour chaque... donc, Wolbachia est transmis par le moustique femelle. Donc, pour chaque croisement qui induira une femelle qui porte Wolbachia, ici à droite, on aura systématiquement une descendance qui portera à 100% la bactérie Wolbachia. Bien sûr, on aura toujours, au moins en début en tout cas, on aura toujours des moustiques qui ne portent pas la bactérie, qui se reproduiront et qui engendreront une descendance qui ne portera pas la bactérie. Mais ce qui est intéressant, c'est quand la bactérie n'est pas présente chez la femelle et qu'une femelle non porteuse croise avec un mâle porteur, la femelle va bien pondre des œufs, mais les œufs en fait ne vont pas éclore. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'en fait on se rend compte que sur les 4 croisements possibles, on en a 2 qui vont être favorables à Wolbachia. Et c'est ce qui va permettre en fait au fur et à mesure que la bactérie se maintienne et se propage dans l'environnement. Alors ce programme, il existe depuis 2011. Il a commencé en Australie et il s'est étendu sur différents pays. Donc vous voyez ici sur la carte. Et la Nouvelle-Calédonie donc, a commencé en 2019. Donc on a pu profiter quand même d'un certain nombre d'acquis d'expérience sur les autres terrains avant de commencer en Nouvelle-Calédonie. Alors en Nouvelle-Calédonie, comment le programme est arrivé ? Alors, il est arrivé grâce à un consortium de partenaires, donc composé de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la ville de Nouméa. Alors, en partenariat, bien sûr, avec le World Mosquito Programme. Ce qui est intéressant dans ce consortium et ce qui est riche sur ce territoire, c'est qu'on a en fait toutes les compétences pour réussir un tel programme. On a une expertise scientifique avec l'Institut Pasteur. On a un système de santé publique et de suivi qui est même suivi entomologique d'ailleurs par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui est très fiable. Et pourquoi la ville de Nouméa ? C'était intéressant quand même de commencer par la ville qui était la plus dense en population et dans laquelle on avait les plus grosses épidémies de dengue. Donc ce programme, il a commencé en 2018, j'ai dit 2019 je crois tout à l'heure, donc je me suis trompée, c'est 2018 à Nouméa. Les lâchers ont commencé en 2019 et il a été poursuivi à Dimbéa et Mont-d'Or avec le même consortium de partenaires en 2021.
Ce programme bénéficie aussi d'un soutien financier complémentaire, mais bien important de la part de la province Sud et de l'État à travers le Haut-Commissariat et le Fonds Pacifique. Et puis, chose assez exceptionnelle, puisqu'on est l'un des seuls pays dans lequel le programme a lieu, et qui obtient un soutien local aussi important de la part d'entreprises privées, donc l'OPT, les Eaux du Mont-d'Or, Decathlon, le CEF, le CHT, bon c'est pas privé mais voilà, les Moulins de Saint-Vincent, et puis aussi un fort soutien par des associations environnementales telles qu'Ensemble pour la planète, qui a vraiment œuvré aussi pour l'arrivée du programme, notamment à Nouméa. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce soutien-là dans ce programme-là, puisqu'on relâche des moustiques. Et évidemment, si personne n'est avec nous, c'est plus compliqué à mettre en place au niveau de la population. Alors bien sûr, avant de relâcher des moustiques, il faut un certain nombre de prérequis. Il a déjà fallu faire une souche locale qui porte la bactérie Wolbachia, puisqu'il n'était pas question d'avoir des moustiques qui viennent d'ailleurs et voilà, qu'on introduise comme ça dans l'environnement. Donc ça, c'est un programme qui a été fait, la génération de la souche a été faite grâce aux compétences de l'Institut Pasteur. Donc la souche a été générée. Et puis, il a fallu la valider. Il a fallu vérifier qu'elle faisait bien le travail qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire qu'elle transmettait bien Wolbachia, qu'il y avait bien une incompatibilité cytoplasmique qui permettait bien, du coup, d'augmenter la fréquence de Wolbachia au fur et à mesure du temps, qu'elle était capable d'être en compétition, entre guillemets, avec l'espèce non porteuse de Wolbachia en termes de fécondité, fertilité et résistance aux insecticides. Donc il fallait qu'elle soit vraiment comparable à l'espèce locale, à l'espèce et surtout à l'espèce sauvage. Et puis bien sûr, on a vérifié que cette espèce, que le moustique porteur de Wolbachia bloquait bien les virus de la dengue, du Zika et du chikungunya. Donc tout ça, ça a été vérifié en laboratoire. Il a fallu ensuite obtenir la validation des autorités pour lâcher les moustiques. Donc, on a interrogé tous les acteurs susceptibles en fait d'intervenir dans un avis ou dans un accord par rapport à ces lâchers de moustiques. Donc, tous les avis ont été positifs. Et enfin, il fallait bien vérifier aussi que la population acceptait ce programme. Et donc là, il y a eu une forte campagne de communication, notamment à Nouméa, où il y a eu des mois et des mois de communication, à l'issue de laquelle, en fait, on a pu faire un sondage et on a obtenu donc 94% des personnes qui étaient interrogées, qui étaient favorables au lâcher de moustiques, et on a obtenu un pourcentage similaire, donc 91% pour Dimbéa et Mont-d'Or. Donc ça, c'est très important. Ce soutien de la population, c'est vraiment un prérequis pour le programme. Alors, une fois qu'on a tout ça, il faut bien relâcher des moustiques. Alors, comment on fait pour relâcher des moustiques ? Eh bien, on va déjà enregistrer des points de lâcher sur le terrain. Donc, on a des équipes qui font ça, des équipes... ils ne sont pas nombreux, mais en tout cas, ils font ça très bien. Donc, sur Nouméa, on a enregistré plus de 2800 points de lâcher. Donc là, c'est tous les petits points rouges en fait, que vous voyez. Donc, c'est un point de lâcher tous les 100 mètres. Et en fait, il faut bien imaginer que toutes les semaines, en fait, on va relâcher des moustiques sur chacun de ces points pendant 6 mois. En parallèle, pour suivre ce qui se passe, il faut aussi trouver des volontaires, des gens qui acceptent d'accueillir un piège à moustiques chez eux pour pouvoir récolter les moustiques de l'environnement et suivre justement la progression du moustique porteur de Wolbachia dans l'environnement. Pour ce qui est de Dimbéa Mont-d'Or, on a fait exactement le même principe. Donc on a enregistré les points de lâcher et on a démarché les volontaires pour avoir des pièges un petit peu partout et suivre un petit peu ce qui se passait dans l'environnement. Alors, comment on fait pour relâcher ? On a 2 méthodes de lâcher. Donc, la méthode qui a été privilégiée à Nouméa, ce sont des lâchers de moustiques adultes. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on élève dans ces grands bacs les larves de moustiques. On va les laisser grandir jusqu'au dernier stade larvaire ou au stade de nymphe. On essaye vraiment d'aller au maximum. On va les mettre dans cette base de tube qui contient de l'eau.
et de la nourriture. On va refermer le tube, donc ça donne des tubes comme ça. On va laisser émerger les moustiques adultes. Et donc ensuite, une fois sur le terrain, une fois arrivé sur chaque point de lâcher, un tube va être ouvert par les équipes de terrain sur chaque point de lâcher. Donc par tube, on a à peu près 100 à 150 moustiques qui sont relâchés à chaque fois. Et puis on a une deuxième méthode qui est la méthode de lâcher de capsules. En fait, c'est un terme qui n'est pas très approprié, mais ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va fabriquer des capsules. Donc c'est des capsules type gélule alimentaire, dans lesquelles on va y mettre les œufs de moustique que vous voyez ici. On va les mélanger à de la nourriture. Donc la nourriture, c'est de la farine d'anchois. Et donc on va créer des petites capsules. Ces petites capsules-là vont être distribuées par les agents de terrain dans des pots, des petits pots. Voilà, ils sont là. Voilà, vous pouvez les voir ici. Je pense que peut-être vous les avez vus d'ailleurs sur la voie publique. Donc ils sont suspendus dans la végétation. Et après 10 ou 15 jours, en fait, la gélule va se dissoudre, les œufs vont éclore, les larves vont se nourrir de la farine d'anchois. Et après 10-15 jours, les moustiques adultes vont pouvoir sortir de ces petits pots par les petites ouvertures qui sont sur ces petits pots. Alors en parallèle, donc, je vous parlais des pièges. Donc, les pièges vont être récoltés chaque semaine chez les volontaires et on va pouvoir relever les nasses et les moustiques. Les nasses vont revenir au laboratoire, elles vont être triées. Donc on va mettre de côté les moustiques Aedes aegypti pour leur analyse, moléculaire et pour voir si oui ou non ils portent la bactérie Wolbachia. Donc à Nouméa, on a capturé à peu près 136 000 moustiques Aedes aegypti et on en a analysé à peu près la moitié, donc 75 000. Et à Dimbéa, donc le programme est toujours en cours. Et donc on a capturé à ce jour un peu moins de 20 000 Aedes aegypti et on en a analysé à peu près la moitié aussi, 11 200. Donc, en termes de résultats maintenant, donc à Nouméa, donc quand on a relâché 12 millions de moustiques, vous pouvez voir ici l'évolution en fait, du pourcentage de moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia au cours du temps. Donc le temps, on va de juillet 2019 à avril 2022. Donc on voit qu'au fur et à mesure, on a atteint des proportions très fortes puisqu'on est aujourd'hui à 80% de moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia à Nouméa. Alors bien sûr, vous avez l'impression peut-être que l'effort d'échantillonnage est un petit peu moins important. Mais en fait, là, vous avez l'équivalent de 4 semaines de capture de moustiques qui sont agrégés ici et maintenant en termes de contrôle en fait on fait un prélèvement deux prélèvements par an et le prélèvement en fait il capture uniquement sur 2 semaines. C'est pour ça qu'on a un peu moins de moustiques, mais cette barre ici elle contient quand même 500 moustiques analysés, ce qui est très largement significatif. Vous avez ensuite ici la carte, donc chaque cercle va représenter un piège. Quand le cercle est complètement vert, le vert, en fait, c'est la proportion de moustiques qui contient la bactérie Wolbachia. Donc, un cercle complètement vert, c'est un cercle qui contient 100% de moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia. On voit aujourd'hui qu'à Nouméa, on a quelques zones qui restent sans beaucoup de Wolbachia, malheureusement. Mais ce sont de toutes petites zones. Et donc là, on va refaire un prélèvement au mois de décembre, mois de novembre-décembre, pour vraiment s'assurer de la proportion de Wolbachia dans ces petites zones, donc Nimbo et Vallée du Tir, et pour, si nécessaire, refaire quelques lâchers ponctuels de façon à pouvoir vraiment couvrir en totalité Nouméa. Mais aujourd'hui, enfin 80%, c'est déjà un très très bon résultat. Alors en termes d'épidémiologie, donc je ne vous présente pas les résultats de Mondor et Dimbéa puisque c'est un programme qui est en cours actuellement. Je suis désolée, du coup je vous ai passé. C'est un programme qui est en cours actuellement, mais aujourd'hui on est à peu près à la moitié des moustiques qui portent la bactérie Wolbachia sur ces 2 communes. Donc en termes épidémiologiques maintenant, si on regarde à Nouméa, donc ce que vous pouvez voir déjà, c'est qu'il y a eu des années
avant Wolbachia, qui était sans épidémie de dengue. Et puis, ces dernières années, on a eu vraiment une suite d'épidémies. Donc là, vous avez l'incidence, le taux d'incidence de la dengue sur cet axe. Donc ça va de 0 à 500. Et vous avez donc l'échelle de temps, donc entre 2014 et 2021. Il se trouve que depuis qu'on a relâché les moustiques porteurs de Wolbachia, nous n'avons pas eu d'épidémie. Alors, bien sûr, et heureusement, le programme a un effet, mais pas que. Il y a eu une succession de choses qui ont pu faire qu'on n'a pas eu beaucoup d'épidémies. Déjà, il y a eu le Covid-19 qui a fait que les frontières se sont fermées. Et en fait, la dengue, il faut savoir que bien souvent, les épidémies en fait, commencent avec des cas importés de dengue. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, c'était beaucoup du type 2, c'était essentiellement de la dengue de type 2. Donc il y a 4 types de dengue en Nouvelle-Calédonie. Et une fois qu'on a attrapé la dengue d'un type, on est immunisé contre ce type. Donc on peut se dire aussi que la population, suite à ces épidémies de type 2, était déjà immunisée. Et donc on n'a pas eu d'épidémie à suivre, puisque pas de nouvelle introduction de sérotypes sur le territoire à cause des frontières fermées. Donc l'année 2023 va être vraiment une année décisive en fait pour le programme. Et ça va être vraiment intéressant de voir un petit peu ce qui se passe, notamment sur Nouméa, où on a un très fort taux de moustiques porteurs de Wolbachia. Il faut savoir aussi qu'à Nouméa, ce qu'on a pu voir en 2021, là où le programme n'était pas complètement finalisé, on a eu un foyer de dengue à Nouméa, et quand on a prélevé les moustiques autour de ce foyer de dengue, on s'est rendu compte que les moustiques portaient à moitié Wolbachia, donc on avait 50% des moustiques qui portaient la bactérie, mais 50% qui étaient encore capables de transmettre. Et en fait, on a eu d'autres cas isolés de dengue autour desquels on a fait aussi des prélèvements. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait un très très fort taux de moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia, supérieur à 75%. Donc c'est déjà quelque chose de très encourageant. Quand même, on a aussi du recul sur d'autres pays et sur l'efficacité de ce programme dans d'autres pays. Donc là, vous avez un petit échantillonnage de tous les pays dans lesquels le programme a été mis en place. Alors, c'est en anglais, mais bon, je pense que ça peut se comprendre assez facilement. Là, c'est le temps après les premiers lâchers. Donc, vous avez différents temps, puisque les zones sont parfois découpées. Donc, ils commencent à un endroit et puis après, ils vont migrer sur un autre endroit. Donc là, c'est le temps après lâcher. Et là, vous avez le pourcentage de cas de dengue en moins en comparaison des zones qui n'ont pas été traitées par cette méthode. Donc on va de 40% à 98% pour les meilleurs résultats. Alors 40% dans une zone au Brésil, par exemple, c'est déjà pas mal, parce qu'il faut savoir que là-bas, il y a plusieurs vecteurs de dengue. Donc on ne peut pas s'attendre à 100%. Mais par contre, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment intéressant, parce qu'ici, on n'a qu'un seul vecteur de dengue. Et donc, on s'attend à avoir de très bons résultats. Attention quand même à la prochaine saison chaude, puisque toutes les communes qui n'auront pas encore bénéficié de ce programme-là, il peut y avoir encore des épidémies de dengue dans ces communes-là. Alors, pour finir, et en perspective, donc, en 2022, donc à partir du mois prochain, on va pouvoir terminer en fait, le programme à Dimbéa et au Mont d'Or sur les quartiers qu'on n'a pas encore couverts jusqu'à maintenant. Et puis se pose la question évidemment d'étendre le programme aux principales communes du territoire. Donc là, c'est des choses qui sont en cours de discussion, évidemment. Et comme je vous le disais, alors pour l'instant, Aedes aegypti, c'est le seul vecteur, qui est seul vecteur connu de dengue sur le territoire. Mais on a toujours un risque d'introduction, et heureusement, c'est surveillé par la DAS. Donc je vais laisser terminer en fait Arnaud là-dessus. Je vous remercie et je m'excuse vraiment pour ces interruptions. Merci beaucoup. Merci Nadège. Je vais donc continuer, oui, parce qu'effectivement, on a un risque d'introduction, on l'a vu, on a eu plusieurs espèces introduites sur le territoire. Du coup, on a un seul vecteur de dengue sur le territoire, comme l'a expliqué Nadège. L'objectif, c'est quand même d'éviter qu'il y ait d'autres vecteurs de dengue, parce que ça pourrait compromettre vraiment le programme Wolbachia. Donc, la DAS surveille certains points d'entrée, mais l'IPNC en surveille d'autres également. On participe
c'est les deux institutions à la surveillance des points d'entrée internationaux du territoire. Donc c'est un pays insulaire, donc on a seulement deux voies d'entrée finalement, hein. L'aéroport international de la Tontouta et les ports de fret à Nouméa, mais également les ports de mines, les croisiéristes et les plaisanciers. Du coup, pour surveiller ce type d'introduction, ce qu'on réalise, c'est une surveillance continue finalement. On pose des pièges toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fonction du site. Donc ça s'inscrit dans le cadre du règlement sanitaire international édicté par l'OMS. C'est un règlement finalement qui a beaucoup servi d'ailleurs pour la crise Covid, hein. L'objectif de ce règlement, c'est on se protège des pathologies de nos voisins, mais on protège également nos voisins des pathologies qu'on pourrait avoir chez nous. C'est typiquement ce qui s'est passé pendant le Covid. Mais ça fonctionne également pour les moustiques. On évite de faire sortir les moustiques du territoire calédonien par ce type par les avions et les bateaux, mais on essaye aussi de se protéger de ce qui pourrait arriver de l'extérieur au niveau des points d'entrée. Donc ça demande beaucoup de travail, évidemment, hein. C'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est énormément de moustiques qui sont capturés. Le but, c'est d'en capturer un maximum pour que statistiquement, s'il y a une espèce introduite, on puisse la retrouver. Donc voilà, l'objectif, c'est évidemment de suivre les populations des espèces qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie sur ces sites, pour éventuellement alerter les ports ou les aéroports rattachés à la Calédonie de la présence de ces insectes sur la zone, et de détecter évidemment toute nouvelle espèce avant sa diffusion sur le territoire. Le risque, on l'a vu, on a 3 espèces qui étaient dernièrement retrouvées introduites sur le territoire. On a d'autres espèces qui nous inquiètent, entre guillemets, on y est très attentif. On a à gauche des vecteurs de dengue, donc Aedes albopictus, qui est très connu en Europe, là, notamment en France, c'est le moustique tigre en fait, dont on entend beaucoup parler en France, qui est arrivé par le commerce des pneus usagés en fait, en Italie, et après ça s'est propagé. On a beaucoup d'espèces qui lui ressemblent, vous le voyez, c'est des moustiques qui ont une bande blanche derrière, au niveau du thorax. Il y a beaucoup d'espèces qui sont très proches. Nous, ce qu'on a eu en Calédonie, c'est cette espèce-là, qui a été détectée en 2018. Vous voyez, c'est extrêmement proche, hein, morphologiquement, pardon. D'ailleurs, Nicolas, c'est pas toujours simple à identifier ce genre de moustique parce que très très proche des autres espèces. Une autre espèce pour laquelle on est très attentif, c'est Anopheles faroti. C'est lui le principal vecteur, c'est même le seul vecteur de paludisme au Vanuatu. Vu la réouverture des vols avec le Vanuatu, on est très attentif à cette espèce également. Et on a également d'autres moustiques de tout type, hein. On est attentif à peu près à toutes les espèces qui pourraient arriver sur le territoire. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. Et merci à vous. Merci beaucoup.